Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. Nous sommes disponibles sur plusieurs applications. En réalité, il y a Google Podcast, il y a évidemment Balado de Apple, il y a aussi Spotify et YouTube, mais évidemment, la maison mère, c'est gillesparent.com sur laquelle vous êtes capable de nous écrire d'une part, faire vos commentaires ou faire des demandes spéciales. On n'est pas quand même dans un disco-bar, là, mais si vous avez des invités que vous aimeriez entendre ou des choses à discuter, il n'y a aucun problème. Alors, vous avez la liste aussi de tous les invités depuis presque 2 ans maintenant sur Parents et Amis et gillesparent.com. Mon invité a un parcours tout à fait singulier. Elle est diplômée en journalisme et en histoire. Elle a fait de la radio, elle a fait de la télévision, la presse écrite, tantôt reporter, correspondante ou encore journaliste culturel. Sa curiosité l'a aussi menée à développer un intérêt et des connaissances pour l'entrepreneurship. Elle possède une formation en coaching de gestion, en plus d'écrire encore dans le journal Les Affaires. Comme si c'était pas assez, elle est aussi artiste, auteure et biographe. Finalement, on n'est rien, nous, Caroline. Bonjour, Valérie Lesage, comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Bienvenue. Gilles. Bienvenue ici. Le podcast, c'est une formule où on prend le temps de discuter, de connaître les invités. Je pense que ça va être bien nécessaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur toi et sur ta carrière, j'allais dire éclectique ou à tout le moins inhabituelle. Ben, pas pour toi? Pour qui est curieux, oui, il y a sûrement plein de choses à raconter. OK, on va. Je sais que récemment, tu as particulièrement travaillé sur la biographie et de Caroline Néron, qui est sortie, moins d'1 an? Il y a 1 an. Il y a 1 an. Et tu t'apprêtes à voir sortir sur les tablettes celle de Louis Garneau. Au moment où on se parle, où on est diffusé, probablement que c'est déjà là. C'est quand? C'est mi-septembre? 22 septembre, ça arrive en librairie. Je suis tombée 2 fois. Toi ou lui? Lui. Moi, j'ai pas compté. OK. Ce serait plus, bien évidemment. OK, donc ça arrive en librairie. C'est achevé. On va parler de ça. On va commencer par le travail de biographe, parce que c'est quand même pas rien. Parlons des qualités que ça prend pour être biographe. T'as pas décidé ça à 21 ans. J'aimerais ça écrire des livres. J'aimerais ça écrire sur les gens. Non. Puis c'est arrivé un peu de manière inattendue, en fait. Puis d'un autre côté, c'est un complément intéressant dans une carrière de journaliste, je dirais. Là. Il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux, je dirais pas profession, parce que je me définirais pas seulement comme une biographe. T'as nommé toutes les autres choses que je fais aussi. Tu peux pas renier le passé. Et je suis pas quelqu'un qui aime s'enfermer dans une étiquette, manifestement. Ouais. Puis aussi, c'est pas des livres, c'est pas des biographies qui partent du début de la vie de quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. C'est du récit autobiographique, en fait, où je me glisse dans la peau des gens pour les faire se raconter, en fait. Puis... ben c'est ça, on décide pas ça du jour au lendemain, effectivement, mais c'est arrivé. J'ai été approchée par des gens qui m'avaient connue comme journaliste. D'abord pour le livre de Caroline Néron. Ça t'a-tu étonné qu'on te demande de faire une biographie d'elle? Au moment où elle était quand même au cœur de l'actualité, ou c'est venu après? Là? Comment ça se passait dans l'histoire? C'était pas... Ben, elle était encore dans... C'est arrivé, mon Dieu, il y a 1 an et demi. Okay. Que j'ai été approchée pour l'écriture du livre sur Caroline. Puis oui, c'était quand même après les événements, mais c'était encore chaud. Ouais. C'était encore dans la blessure. C'était encore dans le processus de deuil, à quelque part. Puis c'est le cas aussi pour le livre de Louis Garneau. J'ai été approchée il y a 1 an. Et lui, c'est arrivé... Là, on était en 2020. On est à fin de l'été 2020, quand je suis approchée pour le livre de Louis Garneau. Puis, lui, s'était placé sous la protection de la loi sur les faillites et l'insolvabilité. Donc, lui aussi, ça l'a pas très bien. Février ou mars 2020. Donc, c'est juste quelques mois après. Tu t'es étonné? Est-ce que si tu fais pas Néron, est-ce que tu penses que Louis Garneau te parle? Il n'y a aucun lien entre les deux, je pense, enfin, parce que ça vient de références, des gens qui m'ont connu. Et, c'est Stéphane Bureau qui m'a référé pour le livre de Louis Garneau, parce que lui-même avait été approché, puis c'est pas quelque chose qu'il fait. Okay. Puis moi, j'ai travaillé pendant quelques années auprès de Stéphane, donc on se connaît très, très bien. On était des amis, tout ça. Des contacts, c'est ça. Mais peut-être, sans doute, savait-il aussi, Stéphane, que j'avais travaillé sur le livre de Caroline, et peut-être s'était-il dit, tiens, voilà quelqu'un qui peut faire ce travail-là. Ça se peut qu'il y ait un certain lien, finalement, mais je le sais même pas. Est-ce que tu aurais pu dire non?
à l'un ou l'autre des projets? Est-ce que c'est le genre d'affaires qui aurait pu t'effleurer ou qui t'a effleuré l'esprit? Oui, j'aurais pu dire non, certainement. Est-ce que, tu sais, parce que n'importe qui, je veux dire, des gens m'approchent pour écrire un livre sur eux, il faut quand même que je sente qu'il y a une histoire à raconter. Ouais. Il faut que je sente que je suis fascinée par le personnage, que j'ai envie de plonger avec lui dans un travail de longue haleine. Sinon, je vais m'ennuyer longtemps, puis je sais pas ce que je souhaite dans la vie, manifestement, vu que... Ben oui, t'aimes que ça bouge. Mais il y aurait pu avoir une raison de temps aussi. Mettons un horaire trop chargé, je peux pas le faire présentement. On reporte ou peu importe, là, ça aurait pu être ça. Oui, tout à fait. Puis dans le cas de Louis Garneau, j'ai hésité un petit peu au début parce que quand c'est arrivé, j'avais même pas terminé les révisions du livre de Caroline Néron. Puis, c'était un travail, où moi, je m'étais embarquée, à travailler toutes les fins de semaine où j'avais pas mes enfants, donc un week-end sur 2 plus mes semaines de travail normales, je travaillais. Fait que j'avais passé une grosse année 2020. Ça tombait bien, on était en pandémie puis on n'avait pas de vie sociale, de toute façon. Donc, pourquoi pas écrire? Allons-y, moi, j'ai rentabilisé. Bon, en fait, j'ai rentabilisé dans le sens où j'ai fait quelque chose d'utile avec ces heures-là, avec ce temps-là qui nous était... pendant lequel on était emprisonnés, en quelque sorte. Là. Donc, j'ai fait ça. Mais je m'étais dit, là, je prends une pause de livre, là, je veux vivre. puis il m'arrive... Bang! Louis Garneau me téléphone chez moi, puis... As-tu hésité un peu? J'ai pris le temps d'y réfléchir une couple de jours, là, avant de... mais je l'écoutais, puis je me disais, c'est tellement une histoire... rocambolesque, une histoire avec toutes les qualités dramatiques que tu recherches dans un livre. C'est difficile de pas sauter dans ce projet-là. T'sais. Mais en même temps, j'avais une job à temps plein, moi, dans ce temps-là. Donc, c'était pensez-y bien. Là. OK, donc le fait de travailler, d'avoir ça, et aussi peut-être le travail sur... En fait, la première fois que tu fais une biographie complète, celle de Caroline Néron, sans dire que tu n'avais aucune expérience, c'est un peu vrai, mais tu avais l'expérience de journalisme, d'écriture, tout ça, mais ça a peut-être été plus fastidieux que tu pensais. Est-ce que ça a été plus difficile que tu pensais, écrire une biographie? Parce que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais tu sais, j'avais quand même l'expérience d'avoir écrit un roman auparavant. C'est vrai. J'avais aussi l'expérience d'avoir écrit un livre sur le réseautage en collaboration avec Régent Gauthier. Donc, il y avait une expérience de grands projets d'écriture. Puis, une longue expérience dans l'entrevue aussi, en ayant été journaliste. Donc, c'était quelque chose que je voyais comme tout à fait à ma portée. Mais il est arrivé en cours de route que, bon, c'est ce qui devait être un ouvrage concentré sur l'entrepreneur. Puis, à un moment donné, on s'est égaré dans d'autres choses qui étaient... Puis là, son entourage à Caroline a dit non, 46 ans, Caroline, là, c'est pas le temps d'écrire la grosse biographie complète. Là. Elle n'est pas à bout d'âge quand même. Non, c'est ça. Donc, on a rétréci, là, on a ramené l'ouvrage vers sa cible originale. Est-ce à dire, de ce que j'entends ou de ce que je perçois, Valérie, de ce que tu dis, on écrit pour un client, mettons que je mets ça du côté, c'est un client, c'est soit la compagnie derrière, dans le cas de Caroline Néron, ou elle-même, et est-ce qu'on doit se référer à eux autres, est-ce qu'on doit, le travail, évidemment, avec la personne que tu interviews, c'est une évidence, là, mais l'analyse ou le progrès, est-ce qui est constant? Est-ce que souvent ils viennent voir ou juste à la fin, j'essaie de voir comment ça se passe? Chaque projet est différent. Ouais. Okay. Mais dans les deux cas, avec Louis Garneau et avec Caroline, c'est sûr qu'il y a un éditeur en plus, oui. Et c'est l'éditeur qui m'embauche, c'est pas le... C'est lui le boss, là, l'éditeur, normalement. Ultimement, oui. Okay. Donc, mais dans le cas de Caroline, il y avait aussi des gens importants dans son entourage là, qui avaient à qui on pouvait se référer aussi en cas de doute là, sur où on était. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé, dans un moment où l'une et l'autre, on a eu des doutes, on s'en est référé à l'entourage, puis on s'est fait ramener dans le droit chemin, en quelque sorte. Là. Est-ce que le fait d'être indépendant pour écrire, c'est quelque chose de fondamental? Est-ce que c'est possible d'être totalement indépendant quand on fait une biographie? En fait, il y a des types de biographies différentes. Moi, parce qu'il y a la biographie non autorisée
Ou là, tu fais un travail plus journalistique en quelque sorte parce que tu enquêtes sur la vie de quelqu'un et tu vas voir des gens autour de cette personne-là qui vont te raconter des choses et tout ça. Et tu vas essayer d'aller trouver une vérité là-dedans. Mais la vérité, c'est quoi? T'sais, chacun a la sienne. Ouais. Et là, moi, dans le cas du travail avec Caroline et avec Louis Garneau, ben c'est différent parce que c'est des ouvrages autorisés et c'est voulu par les personnes qu'on raconte leur histoire et c'est écrit dans une perspective de « je ». Donc, je me glisse dans la peau de Caroline Néron, je me glisse dans la peau de Louis Garneau, des personnages complètement différents. Oui. Et là, ben, c'est d'aller fouiller le plus possible dans qui sont ces gens-là, puis qu'est-ce qu'ils ont traversé pour être capable de le raconter et de le raconter d'une manière qui soit crédible quand... Tu sais, qu'il faut qu'ils se reconnaissent, là, les personnes, dans tout ça, tu sais. Et leur entourage, il y a des gens qui les connaissent aussi. Ils ont de la famille, ils ont du monde autour. Je pense à Louis Garneau parce que c'est un personnage qui, à la base, est controversé parce qu'il prend position, il s'est impliqué, il a pris position sur la sécurité publique, il a fait des sorties sur le casque, ça, c'est un exemple, mais il a aussi parlé de ses enfants qu'il a amenés dans l'entreprise. On sait qu'il y a eu, comme dans bien d'autres familles, des mésententes. Fait que, tu sais, c'est un gars qui, dans l'actualité, ne gênait pas de donner son opinion. Alors, évidemment, tu te fais beaucoup d'amis, puis tu te fais des ennemis, perception, puis tout. Fait que ça devient intéressant, ça, de voir jusqu'à quel point lui va accepter de te révéler ce qu'il est vraiment, puis et le bon et le moins bon, ou la perception négative, la perception positive. Est-ce qu'il est conscient de ça? Certainement conscient, je ne peux pas penser qu'il ne l'est pas. Et puis, je dois dire que dans cette aventure-là, j'ai eu beaucoup de liberté. OK. J'ai eu beaucoup, beaucoup de liberté. J'ai bénéficié de la confiance de Louis Garneau là, du début. Il m'a choisi. Là. Quelque part, quand on s'est rencontrés, il y avait eu d'autres personnes qui lui avaient été présentées comme des potentiels auteurs, puis c'était pas, il le sentait pas, mais quand il a été en lien avec moi, c'était OK. Après, est-ce que sa confiance a été immédiate dans la façon de se livrer? Non. Il y a eu besoin de s'acclimater avant d'ouvrir les vannes, puis c'est normal. Puis, mais une fois qu'il l'a fait, je pense qu'il a été all-in dans ces confidences-là. Et ben moi, je regarde ça de mes yeux, puis je suis étonnée que quelqu'un, un homme qui a maintenant 63 ans, qui a été associé à des succès essentiellement dans sa vie. Puis là, bon, il a traversé une période de 36 mois de grandes difficultés, à la fois personnelles et professionnelles dans son entreprise, mais aussi au niveau de sa santé psychologique. Et, tu sais, burn-out qui a essayé de cacher quand il l'a vécu, puis ça a été très pire, quasiment, probablement, il a dire le fait de ne pas demander d'aide, de ne pas le dire, puis d'avoir honte, peut-être, de ça? Ben, en fait, je dirais pas qu'il n'a pas demandé d'aide, mais il n'a pas toujours trouvé les bonnes... il n'a pas toujours trouvé les bonnes... il y a eu des bonnes ressources au niveau médical, etc. Mais dans son entreprise, dans son entourage et tout ça, il y a eu des fois des choix moins heureux. Et il raconte ça vraiment de manière assez transparente. Là, puis c'est surprenant, c'est très surprenant qu'un entrepreneur se révèle à ce point-là dans un... Tu sais, on n'est pas habitué au Québec de parler de l'échec, des revers. C'est des sujets tabous. Les entrepreneurs sont souvent associés à des succès, puis quand ils vivent une déconvenue, on tient ça mort. Mais ça arrive dans des vies d'entrepreneurs, c'est normal. Est-ce que autant pour Caroline Néron que pour Louis Garneau, tu as senti, d'une certaine façon, peut-être pas dit exactement le mot, mais une culpabilité? J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Finalement, tu sais, souvent, on va se ramener à l'essence du problème. Tu peux dire qu'il y a des circonstances qui sont difficiles, mais j'imagine que la confidence amène des fois quelque chose de plus sensible. Écoute, c'est drôle parce qu'avec les deux, dans le fond, j'ai traversé avec eux leur deuil. Parce qu'au moment où je les rencontre, ils sont encore dedans. Ben oui. Ils sont encore dans la blessure profonde. Ils sont dans oui, je dirais, une certaine honte dont ils veulent se débarrasser
Puis ils veulent rétablir des faits dans la perception des gens, à quelque part, parce qu'eux, ils savent tout ce qu'il y a derrière le revers, mais le public ne le sait pas. Et ce sont des gens qui ont une vie dans le public. Donc, ils ont un désir d'avoir une conversation plus grande avec les gens, puis de leur expliquer ce qui est derrière ça. Mais en même temps, c'est des gens aussi qui ont un désir d'éviter ces souffrances-là à d'autres entrepreneurs. Je pense qu'il y a une partie de la motivation qui est dans transmettre une expérience et des apprentissages au bénéfice des suivants. Là. C'est une des premières questions que tu as eues quand tu as rencontré et l'un et l'autre? Pourquoi vous voulez que j'écrive sur vous? Ben, c'est large comme question, mais... Je pense que c'était comme déjà d'emblée, quand on m'approchait, m'approchait, c'était déjà là, le pourquoi. J'ai pas eu besoin de questionner beaucoup là-dessus. Puis en même temps, je comprends aussi que oui, à côté du désir de transmettre, il y a quand même ce désir de raconter sa propre version, parce que à quelque part, dans ces moments-là, les journalistes s'emparent de ton histoire, puis tu peux plus trop réagir. C'est comme... Mais les journalistes, aussi bien fassent-ils leur travail, ils ont une vue partielle sur les choses. Ben c'est ça. Alors, l'autre côté, là, le revers de la médaille, est-ce que je peux en parler finalement? J'aimerais ça. OK. Ça se demande. Ben, en fait, c'est qu'eux, oui, ont pris le taureau par les cornes et ont demandé à un auteur de les aider à raconter ça. OK. Est-ce que ils vont accepter, par exemple, si toi tu leur dis, j'aimerais juste... vous me dites ça, ce que je pourrais demander, mettons, à vos enfants, ce que je pourrais demander à votre entourage. T'es pas là pour les challenger, mais j'imaginais que ça peut pas être juste journalistique. Il y a une certaine mise en valeur parce qu'ils choisissent l'éditeur. Fait que c'est où la ligne pour un journaliste, une journaliste comme toi? Ben, moi, je suis plus journaliste. Quelque part, c'est un métier que Michel Vidange, fini, journaliste? J'écris encore pour les affaires, oui. Mais sous le chapeau d'une blogueuse qui est un peu différent du journalisme comme tel. Mais oui, il y a des réflexes journalistiques qui sont encore là. Mais c'est différent, le travail que je fais avec, en fait, pour des récits biographiques, c'est différent du travail journalistique. Bien sûr qu'on ne veut pas dire n'importe quoi, puis bien sûr, tu écoutes la personne à un moment donné, puis tu te demandes, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça? Est-ce que tu viens forcément à te dire, oui, il y a un autre côté, il y a d'autres perceptions sur la chose, puis j'aimerais ça avoir d'autres point de vue, puis j'en ai eu d'autres points de vue, dans le sens où, avec Caroline, j'ai eu accès à son bras droit, qui est son associé aujourd'hui, Julie, puis avec Louis, j'ai eu accès à son PDG, j'ai eu accès à son épouse, j'ai eu accès à les gens qui l'ont aidé dans le redressement, là, donc les gens de chez Raymond Chabot. Donc, j'ai eu d'autres points de vue qui m'ont aidé à... Est-ce qu'ils t'ont rassuré comprendre sur l'histoire? Ça m'a rassuré sur l'histoire, oui. Puis ça m'a aussi aidé à comprendre, parce que même les souvenirs qu'on a soi-même de notre propre histoire, des fois, sont partiels aussi. Alors, l'éclairage des autres, il est très utile pour remettre les morceaux du casse-tête en place. Là. Mais une Valérie Lesage, comme bien d'autres, ce qu'elle savait, mettons, sur Caroline Néron, c'est souvent ce qui avait été public. Puis la même chose pour Garneau. Et de la vie privée. Quand tu rentres dans la vie privée, c'est autre chose. Là. Complètement, pas juste la vie privée de la famille, puis la vie personnelle, parce que quand tu dis que Louis Garneau a trouvé ça dur au plan personnel, il y a quand même toutes les relations autour, les amis qui sont moins présents. Est-ce qu'il y a eu des séances où ça a bien commencé, finalement, ça a fini tôt? On se reprend la semaine prochaine? Ou y a-t-il des moments où ça bloque? Soit que ça bloque ou que c'est trop intense? Non, il y a eu des moments de larmes parfois, il y a eu des moments de... Quand ça remonte, là, c'est ça? C'est ça, mais tu sais, Caroline, j'allais chez elle, là, tu sais, on passait du temps chez elle, on passait... C'est quoi du temps? Mettons une séance? 3 jours. OK, 2-3 jours, OK, on fait des séances, là. Oui, puis c'est ça, puis on faisait des longues journées là, d'entrevues. On a fait ça quelques fois, puis avec Louis, c'était différent, tu sais, une fois par semaine, pendant 2-3 heures, on était ensemble, puis on avançait dans tout ça, tu sais. Puis le défi, à un moment donné, c'est
ben, ils se souviennent pas toujours de ce qu'ils t'ont dit, puis à un moment donné, ben, tu sais, il y a de la redite, puis toi, tu sais qu'il manque des éléments, mais tu essaies d'aller chercher les morceaux manquants. Okay. Et c'est ça, dans un travail de longue haleine comme ça, Puis je me rends compte parce que je suis en train de, tu sais, outre les 2 ouvrages dont on parle, je suis en train d'en faire un autre Ah oui? sur le leadership, oui. OK. Mais qui est aussi en partage d'expérience, puis tu sais, je me rends compte de ça, tu sais, à un moment donné, les idées reviennent souvent à la même place, puis ça devient un grand défi parce que, comme journaliste, on est toujours en train de synthétiser, mais comme dans un récit biographique ou dans un livre, on veut aller chercher un éventail très large parce qu'on a quelque chose, on a des 200 pages à écrire, là. Et il faut aller chercher du détail puis aller chercher beaucoup de compléments. Est-ce que c'est déterminé, ça, que ça va être un 400 pages, 200 pages, 300 pages, ou c'est à force d'avancer? J'essayais de voir qui décide ça, comment ça se passe? Il y a certains barèmes parce que les éditeurs ne veulent pas publier une plaquette de 100 pages. Là. Okay. C'est pas... c'est pas crédible rentable, ou c'est pas rentable? Okay. C'est pas rentable de faire ça. Puis en même temps, on ne veut pas non plus une brique de 500 pages parce que c'est autre chose. Là. Ouais. Les gens lisent... Je veux dire, ils n'ont pas nécessairement le temps de s'embarquer dans une brique de 500 pages. Fait qu'il faut que ça se lise bien. 200-300, ça veut dire que dans le milieu, c'est ça? C'est à peu près ça. Puis en même temps, on se donne une marge de manœuvre parce que dans les contrats, au début, on va dire ça va être tant de pages, mais si à la fin, l'histoire... elle se raconte en 180 plutôt qu'en 250, puis que c'est mieux comme ça. Tout le monde était assez intelligent pour aller là où l'histoire est la plus efficace. Là. Dans tes entretiens, quand tu dis que c'est fastidieux, ça dure combien de temps à peu près? Mettons, tout ramasser l'information avant de réécrire, ou tu fais ça en même temps? Comment ça marche? Il y a un début où... il faut être vraiment dans l'entrevue puis ramasser du stock avant de dire que... Parce qu'il faut se faire... On se fait un plan de travail, on va se faire une tête. Il faut comprendre aussi comment on va commencer le livre. Puis entre le plan initial que tu présentes à l'éditeur sur ce que tu veux faire puis vers quoi ça aboutit, beaucoup d'évolution. Puis moi, je veux pas m'enfermer dans un métier, mais je veux pas m'enfermer dans un plan non plus dans la vie. Là. Je suis très... à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui est là, puis je vais travailler avec la matière qui arrive. Mais combien de temps, je dirais, au début, c'est ça, il y a une période d'entrevue, je pense qu'il faut avoir une bonne quinzaine d'heures d'entrevue avant de dire qu'on commence à écrire, là, dans mon cas. Puis, puis après ça, il y a du travail parallèle, oui, où on continue les entrevues pendant que j'écris. Puis à la fin, ben là, c'est ça, c'est d'aller chercher les petits compléments, morceaux, les choses qui manquent. OK, je comprends. Ouais. Fait que dans le fond, je me disais, probablement qu'on parlerait à d'autres biographes qui disent, moi, je travaille pas demain, je ramasse tout ça, puis je fais un ménage, puis pas ça, j'écris. Mais je trouve pas ça fou d'écrire au fil juste pour savoir où tu t'en vas. Probablement que les idées viennent. Ah oui, ça, je devrais placer ça là. Ah, j'ai parlé de ça, non, je vais changer ça. Fait que finalement, il y a une évolution selon la suite des entrevues. Oui, bien, il faut comprendre aussi que dans les 2 cas de Caroline Néron et de Louis Garneau, ce sont des histoires qui continuaient de s'écrire pendant que moi, je faisais le travail. C'était dans le journal le matin, là, c'est ça que... Oui, il y a eu il y a eu une évolution. Je veux dire, au moment où je rencontre Caroline en janvier 2020, puis que là, éventuellement... tout le monde en parle? Il y a un film qui est en préparation. Il arrive toutes sortes de choses là, dans la vie, puis l'entreprise, on est en liquidation, après ça, rachat d'entreprise, de sa propre entreprise, puis re-start-up. Il se passe des choses pendant qu'on est en processus d'écriture, donc il faut aussi témoigner de ça. Là. Puis pendant que tu parles à Caroline Néron, puisqu'on en parle un petit peu, il n'y a rien qui dit qu'elle va s'en sortir à ce moment-là. Parce que les arrangements arrivent après ou pendant? Ou, arrivent pendant, okay. Oui. Non, rien ne dit ça. Effectivement, sauf la foi que ça arrivera. Parce que Caroline, c'est vraiment quelqu'un qui a une confiance rare, là, que oui, les choses vont mieux aller. Est-ce qu'elle t'a surprise? Oui, dans cette confiance-là, je sais, c'est quelqu'un qui a vécu la dépression là, dans ce maelstrom d'émotions autour de l'entreprise, mais aussi de sa vie privée, parce qu'elle a vécu un divorce à travers tout ça aussi. Et donc, la dépression, mais qui
qui s'est pas laissé enfoncer là-dedans très longtemps, là, tu sais, qui a été rapidement dans l'action pour aller mieux. Mais Caroline, elle a une confiance en l'avenir, en elle, en ses capacités, puis une ambition que j'ai rarement rencontrée chez des femmes. Et c'est ça qui m'a le plus étonnée chez elle. Toi qui s'intéresse à l'entrepreneurship, entre autres, c'est une de tes facettes. Fait que de voir, elle est vue par bien des entrepreneurs comme une femme qui a osé, qui a poussé. Certains ont dû peut-être pousser trop, pousser ça là, qui a peut-être été arrogante. Mais ça, c'est des traits qu'on peut donner à bien d'autres personnes aussi dans ce milieu-là, souvent. Et ça peut être une perception sans que ça soit totalement réalité. Il y a beaucoup de ça, tu sais, parce que moi, je sais pas, là, je pense à un moment à l'entrevue, à Tout le monde en parle, où peut-être elle a paru pas à son avantage et tout ça, mais tu sais, un moment où elle me dit « j'aurais pas dû aller cette entrevue-là », tu sais, j'étais en dépression à ce moment-là. C'était pas le temps, là. C'était pas le temps. Ça, elle l'a j'étais regretté, trop dans le fond. émotive. Okay. Oui, c'est ça. Fait que quand tu as cette autre explication-là, ça explique, je veux dire, ça aide à comprendre que, OK, oui, elle a peut-être pas bien paru, mais oui, c'est un humain. Est-ce qu'invariablement, du début des entretiens, des premières rencontres jusqu'à la fin, la terminaison du travail, il y a une relation plus intéressante avec l'interviewé? Encore là, chaque cas est différent. Tu sais, avec Caroline, ça devenait amical, là. À la longue, là, à force de passer des moments ensemble au chalet, à se confier, etc. Puis c'est devenu un échange où elle s'intéressait aussi à ce qui m'arrivait dans ma vie à moi, puis on s'appelle de temps en temps, puis on se raconte encore ça. Est-ce que ça va être comme ça avec tout le monde? J'en sais rien. Je comprends. Est-ce que durant l'écriture, il y a des contacts genre texto, j'ai pensé à telle affaire, est-ce qu'il y a un contact assez fréquent? J'essaie de voir l'auteur et le sujet. Tu as une liberté, mais en même temps, est-ce que tu référez-vous ensemble souvent? Ça varie? Avec Caroline, il y a eu beaucoup d'échanges. Okay. Puis Caroline avait les mains dedans aussi, le livre. Là. Moi, elle voulait voir rapidement où j'en étais. Okay. Puis là, elle disait... Moi, ce que tu as, genre de même. Oui, puis je vais rajouter, moi, des anecdotes du senti, des choses que j'ai pas pensé sur le coup à dire en entrevue, mais que je vais... Puis là, elle rajoutait des trucs, puis moi, je repassais, puis je réécrivais ça dans un style... je suis une auteure, là, tu sais, elle ne l'est pas, donc, je veux dire, c'est moi qui réécrivais pour que ce soit fluide et tout ça, tu sais. Mais elle a contribué beaucoup, on l'a fait à 4 mains, ce livre-là. Puis dans le cas de Louis, c'était comme, OK, là, moi, j'ai travaillé beaucoup... fin décembre, janvier, début février, là, je me suis intensément mise dans le projet pour faire avancer l'écriture. Mais pendant ce temps-là, j'avais beaucoup moins de contact avec lui qui me laissait aller. Tu avais les entrevues, tu travaillais à partir de ça, le matériel. Oui, c'est ça. Puis après ça, on a fait des compléments, tout ça. Mais quand je l'ai présenté à Louis, j'avais une première version qui était pas mal complète, là. Puis... puis là, tu sais, je m'attendais à tout. Je me disais peut-être qu'il va me demander de réécrire la moitié. Là, je sais pas. On n'a aucune idée de comment ça va être accueilli. Est-ce qu'on peut tenir un peu notre bout quand tu penses que c'est bon? Est-ce que tu peux dire, tu sais, mettons, je sais pas, moi, Caroline Néron dit ça, je me semble que c'est moins fort. Tu vas dire, ben non, au contraire. Jusqu'à quel point tu vas tenir à des choses que tu sens être pertinentes? Ben, il faut y aller dans le respect de la personne, puis jusqu'où elle est prête à aller. Ça, je pense que c'est bien important. Là. C'est des gens qui ont souffert aussi, puis que tu ne veux pas leur en rajouter une couche nécessairement. Tu sais, il faut faire attention à ce qu'ils sont, puis respecter leurs limites. Puis en même temps, j'ai toujours été étonnée de jusqu'où ils se sont ouverts, puis que jusqu'où ils ont été prêts à aller publiquement. Donc, il n'y a pas eu tant de censure, mais il y a une révision juridique aussi dans les deux cas. Et ça, c'est autre chose, parce que personne ne veut s'exposer à des poursuites. Dans les cas d'un naufrage entrepreneurial, il y a des personnes autour. C'est pas... Tu sais, on dit on réussit en équipe, mais ça se peut-tu qu'on échoue en équipe aussi? Mm-hmm. Tu sais, que c'est pas la faute d'une personne. Oui, ultimement, le leader, c'est lui qui porte la responsabilité. On s'entend tous là-dessus.
mais il arrive que dans une équipe, il y a des moins bons éléments, puis oui, c'est l'entrepreneur qui les a choisis, ces éléments-là, puis il s'est peut-être trompé. Mais il reste qu'il y a des gens qui ont contribué par leurs actions à ce que ça aille moins bien. Et donc, on fait référence à ça dans une histoire, et sans les nommer, en donnant pas trop de détails pour que tout le monde ne sache pas de qui il s'agit puis qu'on revienne la carrière des gens autour, tu sais. Mais il reste que il faut s'assurer au plan juridique qu'on est OK, puis aussi que ce qui est dit, il y a des éléments de preuve qui viennent appuyer les dires de parce qu'une perception, c'est une chose, mais une vérité ou un fait, c'est ça, entre le fait, parce que dans une biographie, est-ce que c'est un fait? En fait, c'est que c'est différent en journalisme, parce que là, tu as besoin d'être encore plus précis en journalisme qu'on ne l'est dans une biographie, parce qu'en journalisme, on va donner des vrais noms aussi. Oui. C'est des vrais acteurs. Et donc, c'est différent. Dans le cas de la biographie, il y a un petit peu plus de liberté, parce qu'aussi, on masque les personnes. Est-ce que les avocats ont enlevé bien des éléments dans les deux cas, dans le cas de Louis Garneau et Caroline? Dans le cas de Caroline, il y a eu beaucoup d'éléments. Puis dans le cas de Louis Garneau, c'est beaucoup d'ajustements. On peut dire quelque chose, mais pas de cette façon-là, par exemple? Oui, exactement. Parce que il y a des mots auxquels on ne peut pas référer parce que ce serait accuser quelqu'un d'un crime, par exemple. OK, je comprends. Là, même si on nomme pas la personne, ça reste que, le milieu des affaires n'est pas si grand, donc il y a des gens qui vont savoir, puis on va entacher la réputation de quelqu'un, puis on veut pas aller jusque-là, puis d'autant que c'est pas le but, là. C'est pas le but, donc il faut changer de mot. Une des choses qui me vient en tête quand on parle de Louis Garneau, parce que c'est lui qui, dans la vie commerciale de son entreprise, a impliqué ses enfants, ça a été connu, mais ça me ramenait à la transmission soit des grandes fortunes ou des entreprises de famille en famille. Je sais qu'en entrepreneuriat, tu as dû parler de ça aussi. À Québec, on a des grandes familles comme la famille Leclerc, c'est assez connu, qui a eu des différends. Puis finalement, il y en a, chacun a pris, il y en a que ça a été de la radio, il y en a que ça a été les biscuits Leclerc, d'autres ça a été le Rossaccord. On a comme chacun divisé les entreprises, puis comme ça, on a une meilleure façon de faire. La famille Coulombe aussi, depuis plus de 100 ans, les frères Coulombe, la Pepsi et Frito-Lay, 7-Up et les autres. Finalement, il y a eu des rachats, tout le monde comme placé. Dans le cas de Louis Garneau, est-ce qu'il a accepté de te parler de cet aspect-là dans un moment plus difficile? Ses enfants qui étaient impliqués d'une certaine façon, sa fille qui l'était moins. J'allais dire c'est touché, là, mais... Oui, mais on est allé dans le touché. Vous êtes allé là, on en parle, puis c'est une bonne question parce que, tu sais, il y a au Québec plus d'entreprises qui passent de main en main dans une famille que dans le reste du Canada. On a quand même une bonne tradition. Je ne savais pas que c'était propre au Québec, OK. Ça existe partout, mais encore plus chez nous. Okay. Mais les statistiques ne sont pas très favorables à ces transferts familiaux-là. Il y a 70% des transferts familiaux qui ne fonctionnent pas. Quand même. Alors, c'est élevé, puis on peut espérer que cette statistique-là s'améliore parce qu'il y a des gens maintenant qui accompagnent les familles dans ces transitions-là, puis qui développent une expertise dans ce créneau-là. Et plus les gens vont être bien accompagnés et vont oser se parler des choses, de tout le caractère des émotions qu'il y a autour de ça, parce que c'est pas juste de l'argent, là. On est dans la famille, on est dans les liens humains. Ben oui. Donc, tout ça est très... nécessite des fois d'avoir des personnes neutres autour de soi qui vont nous aider à se dire les choses, puis à ouvrir les sujets que des fois, on n'ose pas ouvrir. Mais donc, dans le cas de Louis, ses 3 enfants travaillaient dans l'entreprise. 2 gars, une fille, hein? Oui, c'est ça. Puis donc, il n'y en a plus aucun qui travaille dans l'entreprise actuellement. Puis il y a des blessures. Il y a des blessures importantes dans la famille. C'était pas son souhait de première heure, on comprend, là. Au départ, t'espères que ça... Ben oui. Il rêvait, depuis longtemps, d'avoir sa famille autour de lui dans l'entreprise puis de transmettre ça à la génération suivante. Puis ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme voulu. Mais je trouve ça utile, ce partage-là qu'il fait, parce que...
Ben, c'est révélateur, puis ça peut allumer des lumières aussi. Est-ce qu'il a osé dire, par exemple, je suis un gars assez exigeant, assez dur? Oui. Tu sais, souvent, c'est ça qu'il peut expliquer sans totalement comprendre, parce que c'est quand même pas lui, c'est ses enfants, mais il peut comprendre que sa façon d'être, de faire, surtout dans des moments troubles, probablement que c'est encore plus sensible. Hein, tu sais, t'as moins de temps, tu dois prendre des décisions, fait que c'est probablement que t'es plus irascible, tu dois être, je sais pas, je présume, là, mais... Mais en fait, c'est que le transfert s'est fait à un moment, en fait, où il a confié la direction générale, à un moment où il était en proie à un burn-out, puis que l'entreprise allait pas bien. Donc, c'était pas les conditions parfaites pour assurer et pour les jeunes, entre autres. Puis en même temps, ben lui, il voyait pas à qui il pouvait confier ça non plus. Tu sais, il avait confiance en son fils, mais c'était un terrain miné, puis il le dit, là. Tu sais, qu'il aurait aimé ça, éviter ça à ses enfants. Il aurait aimé à leur donner ça dans des conditions plus gagnantes, mais voilà. Sauf qu'il était rendu là, c'est ça. C'est ça. Ben, en fait, il s'est senti pris dans une situation où il voyait pas d'autres solutions. Puis avec le recul, il voit bien que ce n'était pas la meilleure solution. Mm-hmm. Il s'en confie dans le livre. Dans le livre, on va en savoir plus. Oui. On peut dire ça, mais quand même, ça me donne moi, ça me donne de l'intérêt, en tout cas, pour le lire. Et Caroline Néron, j'ai jeté un œil, je n'ai pas regardé au complet, je ne serais pas assez malhonnête pour te dire que j'ai parcouru au complet, mais je fais partie de ceux qui étaient comme ambivalents, c'est-à-dire je reconnaissais un talent, je reconnaissais une volonté exceptionnelle, puis en même temps, ben évidemment, la perception de tout le monde en parle m'avait laissé froid. Je m'étais dit, mon Dieu, mais je savais pas qu'il était en dépression. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas aussi là-dedans. Mais exactement. Qui, à mise en perspective, change pas mal notre façon de voir les choses. Un petit mot de curiosité, parce que le podcast, c'est le balado, c'est un peu pour ça. Quand on est biographe, je veux pas de montant, mais est-ce qu'on peut vivre de ça ou ça reste un parascolaire? Est-ce qu'on nous paye pour une job? On nous dit, gars, je t'engage, puis rends-toi au bout, puis compte pas tes heures, ça va être ça. Ou tu vas me dire, ben, ça dépend des contrats. Ben, en fait, c'est des forfaitaires. Okay. Dans ces, on compte pas les heures, là. Non, j'ai fait 13 heures cette semaine, 22 piastres à l'heure, on y va. Merci, non, bonsoir, c'est pas de même. Là. On compte pas les heures. Mais c'est sûr que quand on évalue au départ combien ça peut représenter, puis c'est sûr là, qu'on parle d'un livre, puis c'est du 350 heures là, pour voire 400 pour arriver à tout faire. Là, OK. Pour arriver à faire tout ça. Mais est-ce qu'on en vit? Non. Il faudrait en faire 4-5 par année. Ou en vendre 300 000, tu sais. Puis encore là, est-ce que l'argent reviendrait à l'auteur ou dans une biographie? Ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats parce qu'on peut être engagé à forfait puis ne pas, ne pas être reconnu comme auteur, mais comme rédacteur, par exemple. On peut être auteur, puis avoir une partie des redevances avec une personnalité. On peut être embauché par une maison d'édition comme on peut être embauché par une personne. OK. Qui lui va référer. OK, je comprends. À trouver une maison d'édition qui va s'intéresser à ça. Donc, il y a plusieurs formules qui existent. Et, c'est ça. C'est un petit marché au Québec, le livre. Donc, c'est encore vrai? 2-3 000 copies vendues, c'est un succès? 3 000, on est à 3 000 pour avoir un best-seller au Québec. Ça me semble pas tant. Il me semble que c'est ça, c'est entre 3 et 5 000 quelque part là, de mémoire. Mais non, c'est pas tant. C'est pas tant que ça. Puis c'est pas avec ça qu'on met du beurre sur les toasts pendant un an. Là. Quand on a des enfants, en plus, ça mange. Quelle maladie. Manger tout le temps. Mais donc, le fait de pouvoir... mettons, si tu fais 300-400 heures, j'essaie de vite fait, puis je pensais à une référence de ma belle-mère qui fait des fois de l'artisanat. Puis elle dit, quand tu comptes les heures que tu fais, ça n'a aucun sens. Il faudrait vendre des gilets 900 pièces ou n'importe quoi. Fait que faut pas que tu comptes ça de même. Donc, c'est un plaisir d'écrire. Faut que tu sois rémunéré à une certaine hauteur, mais si tu comptes ça à l'heure avec un salaire minimum, c'est pas sûr que tu es rétribué comme en termes d'heures, là? À ma valeur. Non, je comprends. Parce que, je veux dire, je travaille sur d'autres projets au double et au triple de ce que ça me donne comme taux horaire d'écrire un livre. Là. Donc, il faut vraiment que j'ai envie d'écrire ce livre-là pour dire oui. Est-ce que tu commences à penser que tu pourras en faire... Là, tu es en train d'en faire un autre dans un autre style, mais toujours avec quelque chose d'entrevue biographique, mais est-ce que tu pourras en faire d'autres parce que tu as découvert une facette d'écriture que tu aimes?
tu sais, j'ai des propositions là, d'écrire d'autres choses, puis... À cause de ce que tu as écrit, tu sens qu'il y a un effet? Tu serais surpris de savoir le nombre de gens qui veulent écrire des livres dans la vie. C'est fou. Quand tu commences à écrire, tu te rends compte de ça, là, qu'il y a beaucoup de juste gens voir qui les en tutoriaux rêvent. sur Internet, je te crois. Comment écrire un livre, comment choisir un bon titre, comment faire comment écrire des scénarios. Il y a beaucoup de ce genre de pages, puis de groupes. Oui, je ne savais pas que c'était aussi important que tu le dis, là, mais... Puis il y a toutes sortes de désirs là-dedans. Ça peut être un grand-père qui veut transmettre son histoire à ses enfants, à ses petits-enfants, tu sais, puis léguer ça à sa famille. Tu sais, ça peut être quelque chose, un ouvrage très restreint, mais c'est un désir qui est là, qui existe aussi. Puis des gens ne se sentent pas toujours la capacité de le faire eux-mêmes, donc peuvent recourir à quelqu'un pour les aider là-dedans. Alors, il y a ça, puis il y a des personnalités, puis il y a des maisons d'édition qui approchent des personnalités pour mettre la main sur cette histoire-là, parce qu'ils sentent qu'il y a un intérêt dans cette vie-là. Donc, il y a toutes sortes de... Il y a plein de chemins qui peuvent mener à avoir une biographie, je comprends. Ouais. Puis après ça, il peut y avoir l'autobiographie. Il y a beaucoup de façons. Et une chose que je note, c'est que, entre autres, dans l'Hexagone, en France, souvent, ceux qui sont dans l'actualité brûlante, comme Caroline Néron et Louis Garneau, d'une certaine façon, l'ont été, souvent vont se servir d'un livre, peu importe le type de livre, pour soit régler leur compte, donner leur version des faits. C'est une chose que, je dis pas que ça se fait pas ici, mais ça se fait beaucoup plus en Europe. Oui, bien, puis le marché étant plus grand là-bas... 60 millions. C'est ça, donc je pense que là-bas, on peut très bien vivre de ça. Ouais. D'ailleurs, il y a des écrivains qui font ce genre de Quand est-ce que tu émigres? C'est ça la question. Quand est-ce que tu t'en vas là-bas? Non, mais pour certains, ça soutient la création de romans. Ça soutient parce qu'ils vivent de leur plume, puis ils se laissent des espaces entre deux ouvrages biographiques, par exemple, pour écrire leur roman. Puis avoir, tu gagnes assez d'argent dans une bio pour être capable de vivre l'année prochaine. Un peu parascolaire, c'est correct, c'est ça. Mais là, bon, moi, je fais d'autres types de mandats, puis en même temps, tu sais, est-ce que je vais faire d'autres livres comme ça? Je sais pas, tu sais, tout. Moi, j'ai un parcours de quelqu'un qui n'a pas planifié sa carrière, mais qui a été ouverte à des opportunités et qui a embrassé les belles occasions qui se sont pointées. Alors peut-être, puis en même temps, ben, tu sais, il y a toute la question qui se pose aussi. Moi, j'ai envie d'écrire de manière du roman, quoi, tu sais. OK. Et puis c'est dur à faire en même temps que tu es en train d'écrire une biographie, là. Je veux dire, c'est comme trop... Un livre, c'est trop prenant pour être capable de... Là, j'en mène 2, là, cette année, en même temps, là, puis c'est beaucoup, puis je veux pas... Tu sais, je vais pas refaire ça dans mon parcours d'écrire 2 livres en même temps, je pense. En tout cas, je touche du bois. Tu voudrais pas. Oui, c'est ça. Mettons-le au conditionnel. Est-ce que... On va parler de toi un petit peu en terminant, mais comme tu vois, ça va vite. Est-ce que tu comprends mieux en 2021 comment tu as pu passer d'animatrice radio, reporter télé, correspondante parlementaire, journaliste de la presse écrite, journaliste au culturel, coach en gestion, pour finalement développer un talent d'auteur et de biographe? Es-tu TDAH? Ça pourrait être ça ma question, mais la courte version, ça serait ça. Puis est-ce que tu l'expliques mieux? Ce que tu es devenu, ce que tu as été? Mais en fait, c'est que, tu sais, même si ça a l'air d'être complètement, tu sais, d'être plein de choses, c'est vrai que c'est plein de choses, mais en même temps, il y a un fil conducteur là-dedans, tu sais, qui est toujours de raconter des histoires. Puis c'est toujours l'être humain qui est derrière tout ça, qui me fascine. Alors que j'ai raconté des histoires j'ai raconté des histoires de politiciens, j'ai raconté des histoires d'artistes, j'ai raconté des histoires de palais de justice. J'ai fait plein de choses autour de ça, mais c'est ça, c'est toujours de l'humain derrière, puis c'est toujours du storytelling. Alors, ta curiosité, dans le fond, c'est probablement une de tes plus grandes forces. Ma curiosité, puis tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de... Tu sais, mes grandes forces, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, c'est un talent d'écriture aussi, un désir de profondeur, puis je suis fascinée par la psychologie aussi. Donc, tu sais, quand je fais ça, je touche un peu à tout ça. Puis il y a de la créativité qui est appelée aussi
Même si c'est un ouvrage, c'est un récit biographique, il y a une part de créativité là-dedans, dans les mots que tu choisis, dans la façon dont tu racontes l'histoire, dans la structure que tu choisis. Ce qui est un peu étonnant, c'est que quelqu'un qui entend aujourd'hui, Valérie Lesage, elle a fait ça, journaliste, reporter, un paquet de jobs demain, elle dit « Ah, OK, elle est instable, elle s'est fait sacrer dehors partout », mais c'est pas du tout le cas. Non, c'est absolument pas le cas. C'est jamais arrivé, en fait. T'as jamais perdu ta job. Puis t'as eu des jobs permanents, tu sais, ce qu'on dit, une belle job que tu lâches pas, là. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir ça plusieurs fois dans ma vie, tu sais, au bout du compte, parce que j'ai eu des permanences à TVA, j'en ai eu à Radio-Canada, j'en ai eu au Soleil, j'en ai eu chez Les Affaires. Donc, j'ai été bien... J'ai été bien placée dans tout ça, tu sais, puis ça a été, tu sais, ce qui a fait que j'ai changé d'emploi plus souvent. Quand j'étais journaliste à la radio au début, puis un jour, mon patron me dit « Ça te tente-tu de faire de la télé? » Puis je sais pas trop quoi répondre parce que si je lui dis oui, je vais lui laisser savoir que je veux m'en aller, puis c'est peut-être pas super de dire ça, mais bon, j'ai décidé d'être honnête, puis tu sais, il m'a dit « Écoute, t'as trop de talent pour rester ici, dans une agence de presse. Je connais des gens en télé, puis je vais parler de toi. » Puis c'est comme ça, après, je suis rentrée à TQS, puis éventuellement, mon patron qui m'embauche à TQS s'en va à TVA, je le suis. Je suis à TVA, je reçois un appel de Radio-Canada qui m'offre un job. Tu sais, c'est ça. C'est valorisant en même temps. Il y a un côté, je dois pas être si mauvaise si tout le monde me veut. Non, mais c'est rassurant. Oui, tout à fait. Puis ça a été un beau parcours parce que j'ai eu des belles opportunités qui se sont offertes. Puis bon, je suis arrivée au Soleil. Là, tu vois, ça a été un peu différent parce que c'est moi qui ai approché... le journal. Je voulais revenir vivre à Québec. Puis, tu étais installée à Montréal un bout? Oui, parce que j'ai passé 11 ans, moi, à Montréal. Okay. Quand j'ai travaillé à TVA et à Radio-Canada, c'était à Montréal. Oui. Et à TQS aussi. Donc, puis moi, j'étais allée à Montréal pour étudier à l'université. Puis bon, ma carrière s'est mise en marche pendant mes études. Et je suis restée là pendant longtemps, finalement. Tu voulais revenir ici, puis c'est ce qui t'a amené au Soleil. Quelques années au Soleil, quand même. Moi, j'ai passé 9 ans au Soleil. Ça a été ma plus longue aventure dans un milieu. Puis après ça, tu vois, j'ai travaillé chez Les Affaires, ce que j'aurais jamais pensé. J'ai travaillé... Je cherchais le lien, là. Je veux dire, passer de journalisme, c'est correct, mais de arriver à l'entrepreneurship, le côté un peu plus économie, les affaires, mais en relation... interpersonnel, j'imagine, en coaching, c'est un peu ça? En fait, tu vois, le premier lien, moi, je dis que je passais des affaires culturelles à la culture des affaires. C'était ma manière de l'expliquer pour que... J'adore. C'est clair, quand même, oui. mais c'est arrivé de manière inattendue, en fait. Il y a eu un moment au Soleil où il s'est passé quelque chose qui a fait, je me dis, je pense que je suis mieux d'aller... Là, c'est le temps de regarder ailleurs un peu. Okay. Et tout ça. Puis j'avais un ancien collègue que j'avais eu à Radio-Canada et au Soleil qui était rendu chez Les Affaires comme éditeur adjoint. Puis ça te tente-tu, journaliste économique? Puis honnêtement, ça, j'y ai pensé parce que j'étais vraiment pas sûre. Suis-je qualifié, dans le fond? Première question. Ça me tente-tu, puis je suis capable. C'est ça? Il y a tout ça. Puis je suis allée les rencontrer à Montréal. J'ai aimé la vibe, j'ai aimé cette équipe-là. Puis je suis rentrée finalement avec eux. Je me revenais de Montréal, j'étais au volant de ma voiture. Puis j'ai senti que oui, ça se pouvait. Et j'ai dit oui. Puis ça a été vraiment enrichissant. Puis mon arrivée dans le milieu économique, en fait, tu vois, je me suis dit après, tous les journalistes devraient passer par ça. C'est fou, la compréhension du monde élargie que tu as à partir de l'économie. Ça t'enlève beaucoup d'idées reçues, de mieux comprendre l'économie. Et j'ai été contente de faire ça. Puis c'est de là que, en fait, j'ai connu l'école d'entrepreneurship de Beauce parce que j'étais allée écrire un reportage. Puis vivre un peu de temps là-bas avec Marc Dutil qui enseignait à un groupe. Puis j'ai eu un coup de foudre pour cette école-là, pour ce qui se passait dans cette école-là. Je suis revenue comme bénévole. Puis à un moment donné, j'ai fait « Y a-t-il quelque chose que je peux faire chez vous? » J'aimerais ça. Contribuer à cette mission-là. J'aime les entrepreneurs. Puis c'est pas pour rien que j'écris des livres sur des entrepreneurs. C'est des gens qui sont fascinants, qui ont des rêves, qui ont risqué souvent. Qui ont risqué, il y en a qui sont plantés, il y en a qui ont réussi, ou les deux. Il y a du courage, de la détermination, puis en ça, ils ressemblent beaucoup aux artistes.
Beaucoup. Faut C'est y des croire. passionnés. Ouais, Il faut qu'ils y croient. C'est vrai. Et c'est ça, le parallèle entre l'économie telle que je l'ai vécue puis le monde artistique, c'est vraiment cette ressemblance qu'il y a et qu'on ne fait pas d'emblée, là, qu'on ne voit pas d'emblée, mais il y a une ressemblance profonde entre les deux types de personnages. Et c'est ça. Donc, c'est par l'école que je suis allée prendre un cours en coaching et tout ça. Coaching, là, c'est ce que tu fais. Ce qui t'occupe le plus, c'est l'accompagnement. Explique-moi juste ce que tu fais, là. Outre l'écriture. Mais j'ai des projets assez variés, mais oui, il y a de l'accompagnement, tu sais, en développement du leadership que je fais je travaille aussi, tu sais, avec l'école, avec des groupes pour développer la connaissance de soi, puis développer la connexion avec sa propre histoire. Parce que là-dedans, quand tu fais les liens entre le passé, le présent, tu comprends mieux tes motivations, tu comprends mieux le sens, le pourquoi tu fais les choses. Puis c'est important pour un leader d'être connecté à ça profondément. C'est un ancrage. Puis c'est générateur c'est mobilisateur, en fait, quand tu acceptes d'aller dans cette zone plus vulnérable, puis que tu ouvres avec tes équipes sur ces aspects-là. Il y a de l'inspiration à la clé, puis... T'es porteur, dans le fond. Oui, c'est très porteur. Fait que moi, je les aide à faire ça, puis je les aide à communiquer ça. Puis même, ça peut aussi aller dans le développement des équipes aussi. Tu sais, des fois, quelle histoire on veut laisser derrière, puis quelle histoire on veut construire ensemble pour que ça se passe bien, puis ça se passe de manière harmonieuse. Alors, il y a un accompagnement que je fais à ce niveau-là qui est intéressant. Puis, il y a de l'accompagnement en transfert d'expérience. Mais le storytelling est partout là, dans la façon dont j'approche les choses. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu aimes faire de la photo, tu es artiste, tu es auteur. On le sait que tu es auteur, mais donc, comme si tu as passé, tu as plein d'autres passions, dans le fond. C'est multi-passion, ça n'arrête pas, là. Non, ça n'arrête pas, mais tu sais, je suis une bonne vivante à quelque part, là, tu sais. Je suis quelqu'un qui est passionné puis qui s'ennuie jamais parce que j'ai toujours quelque chose en tête, là. Puis tu sais, je pense que j'ai un côté entrepreneur, finalement, parce que, en fait, là, je le vis parce que j'ai démarré à mon compte en 2020. J'ai fondé Les Éclairés, mais oui, tu sais, c'est ça, j'ai toujours des projets, puis... oui, je fais de la peinture, puis en même temps, quand je fais de la peinture, je raconte une histoire. Tu sais, c'est la mienne. C'est la mienne cette fois-là, puis c'est très en filigrane, mais je pense qu'à travers toutes mes toiles, moi, je le vois, le chemin, je la vois l'histoire se construire au fil du temps, puis je trouve ça vraiment... Puis la photo, c'est pas très loin non fun. plus quand tu vas illustrer. La photo, mon Dieu, ça, c'est comme une passion qui est là depuis longtemps là, dans ma vie, puis c'est associé beaucoup à la nature pour moi, à des moments de grâce, des moments de connexion avec la nature. Puis je suis quelqu'un qui aime la beauté, j'aime ça répandre de la beauté autour de moi. Et j'aime ça être en contact avec la beauté, puis la nature, c'est impressionnant, oui. Elle m'offre ça. Tu as pas l'air d'une fille qui a tant de regrets, finalement, ça va pas si mal. T'sais, parce que tu as eu beaucoup de changements, mais des fois, tu peux dire, hey, là, je l'ai fait trop, j'aurais pas dû lâcher ça. Ressentiment, pas tant que ça, hein? Non, au contraire, pas dans ma carrière, en tout cas. Pas dans ma carrière, je suis contente. J'ai l'impression de toujours avancer, peu importe. Exactement. J'avance, je découvre, j'ai un parcours d'exploratrice, oui. Mais tu sais, quand je regarde aujourd'hui tout ce que ça donne comme perspective d'avoir fait tout ça, tu sais, j'ai une vision élargie, donc, tu sais, mes angles morts sont moins grands peut-être que pour d'autres, là, tu sais, du fait d'avoir cette curiosité presque insatiable. Là. Dernière question, est-ce que tu as peur des fois de tomber, toi aussi, ou qu'on t'appelle plus, ou tu sais, non? Ben oui. Mais oui, tu sais, quand j'ai démarré mon compte, c'était une peur immense. Là, j'ai éprouvé un vertige de fou, comme probablement tous les entrepreneurs peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui ont plus d'audace encore, mais oui, j'ai ressenti un très, très grand vertige qui a duré quelques mois. Puis après ça, tu sais, je me rends compte de la force du réseau que j'ai construit aussi au fil du temps. Puis les choses, tu sais, les gens me réfèrent beaucoup, puis le travail arrive, puis c'est le fun, c'est beau de voir ça aller parce que je me dis, j'ai dû laisser une trace
positive dans la vie des gens, parce que sinon ça me reviendrait pas. Là. Un petit mot sur les ouvrages, donc, juste pour référence, pour les gens qui nous entendent. Caroline Néron, c'est La force de l'épreuve, aux éditions Pratico. Mon Dieu, je devrais mettre mes lunettes, la misère à lire. c'est l'âge, on est rendu là. Je suis rendu là. Caroline Néron, donc La force de l'épreuve. Louis Garneau, Je suis tombé 2 fois aux éditions de l'Homme. Ça, au moment où on se parle, c'est sur le bord d'être... Et le roman, Ne me tue pas si tu t'en vas, 2014, l'année de parution aux éditions JCL. Est-ce qu'il y a autre chose que j'oublie? Dans la jungle du réseautage, avec Régent Gauthier, qui était sorti en 2014 aussi. Il y en a un autre qui s'en vient. On va surveiller ça. Merci Valérie. Ça fait plaisir, Gilles.